Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire du PV sommaire de la séance du 19 juin 2025. Avez-vous des remarques, chers collègues? Monsieur Savignon, on vous écoute. Oui, non, c'est juste sur les décisions, là. Oui, je vais vous le refaire à chaque conseil municipal. Je vais vous demander de me faire une question. Oui. Allez-y. Elle est rapide, c'est une petite question. Je pense que Mme Marsac pourra me répondre. Ah bah c'est parfait. Mais je vous le redis gentiment pour la seconde ou la troisième fois, si vous pouviez nous faire une petite question écrite. On serait dans les normes du règlement intérieur, ça me ferait plaisir. Même si je connais votre caractère révolutionnaire, que je peux partager sous certains aspects, éventuellement. Il y en a 240 là, de décisions. Allez-y, on vous écoute. Non, c'est simplement la fixation de la participation à l'activité gym année 2025-2026. C'est la 2025, l'affaire scolaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, pardon. Fixation. Il y a une délibération qui s'intitule, une décision, pardon, la DC 413-2025, qui s'intitule « Fixation de la participation à l'activité gym, année 2025-2026, affaires scolaires ». Je ne sais pas ce que c'est. Je m'interroge là-dessus, si un paiement, si... Qu'est-ce que... C'est la fixation des tarifs de la gym senior de mémoire, à Boisfeuillet. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais comme c'était affaires scolaires, voilà. C'est géré par les affaires scolaires, effectivement. D'accord, je pensais que c'était une aide, une mise à disposition. Ok, merci. Je vous en prie, monsieur. La prochaine fois, vous me faites plaisir. Oui, je ne sais pas. Non, je ne veux pas polémiquer. La CRC vous a dit que des fois, ce serait mieux de mettre des décisions en délibération. On vous l'a assez dit. Non, la CRC, elle n'a pas dit ça, monsieur Savignon. Vous commencez mal. Elle n'a pas du tout dit ça. Mais c'est pas grave. Madame Normani, vous vouliez prendre la parole? J'avais également une petite question sur le PV. Le 17 juin 2025 et le 28 juillet 2025, il est noté mandatement commissaire de justice. Je voulais savoir à quoi cela correspondait. Ça doit sûrement être un exploit d'un commissaire de justice, à mon avis. Mais alors lequel? On a dû notifier quelque chose. Vous pouvez nous redire 17 juillet et... 17 juin et 28 juillet. 17 juin et 28 juillet. C'est pour faire constater qu'on a bien fait couper des arbres, le premier. Et en juin... Et en juin, notification de jugement. C'est communicable, ça, comme information? Ah, pas le jugement? D'accord, ok. Bon. Voilà, c'est des notifications. J'ai pas entendu. Ce sont des notifications, un de jugement et d'un autre sur le fait qu'on avait bien coupé des arbres. Jugement de... Vous vous rappelez du jugement? On a le droit de le communiquer, ça, ou pas? Infraction à l'urbanisme. Vous voulez le détail? Vous transmettrez le détail à Madame Normani. Voilà. Sur 74 km², autant vous dire que des infractions à l'urbanisme, on en a 2-3. On vous fera passer le détail. Merci beaucoup. D'où l'intérêt des questions écrites un peu avant. Est-ce que c'est tout bon? Bon, très bien. Alors, si vous avez été destinataire du PV, on peut le voter, s'il n'y a pas d'autres remarques. Il n'y a pas de remarque sur le PV, donc, hein, qui était la question initiale. Ok, allons-y. C'est un diesel. Au bout d'un moment, ça marche, mais il faut attendre. C'est bon? Très bien. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 1, c'est une décision modificative où on récupère des recettes qu'on n'avait pas budgétées, notamment sur la DSU, et on met des réserves en fonctionnement, et pareil, en recettes d'investissement, et un remboursement d'un trop versé par l'État sur la RN7. La classique. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, Madame Normani, je vous écoute. Oui, c'était concernant les dépenses. Il y a une ligne de contrat de prestation de services pour environ 200 000 euros. Je voulais savoir quelles étaient ces prestations. Alors, Monsieur Vix. Allez. Venez, Monsieur Vix. Tenez ces cadeaux, c'est pour moi. Bonjour. Donc, ce que vous avez sur la décision modificative, c'est une contraction de 4 lignes. Ces 4 lignes concernent les espaces verts, de la nourriture, des budgets, des fleurs, des choses comme ça, qui n'étaient pas calibrés au départ sur le budget primitif, puisque le budget primitif, il est primitif. Hein. C'est pour ça qu'on fait des décisions modificatives. C'est pour faire évoluer quand il y a des petites modifications. Donc là, effectivement, il manquait sur certains contrats, il y avait une petite insuffisance de crédit. Et donc, on remédie à ça, on pallie à ça en remettant les crédits nécessaires. Voilà. Et il y a une annulation de titre aussi qui appartient aux finances sur un contrat. Et je crois que c'est tout. Et de la fourniture administrative, un peu de fourniture administrative. Voilà, la contraction, ça donne ça. Le plus gros de ce chapitre, de cette ligne budgétaire-là, on l'a mis en réserve finance, puisque par rapport aux recettes qu'on a eues, on ne va pas inscrire des dépenses pour dépenser de l'argent inutilement. Donc on le met chez nous en réserve finance, ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, s'il n'y a pas d'autres décisions modificatives qui viennent l'impacter, ça nous permettra de récupérer un peu plus d'autofinancement pour la section d'investissement. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Normani? Grosso modo. Merci. Bon, désolé. Merci. La partie majeure, c'est ça, c'est ce que vient de dire Monsieur Vix, le placement, enfin on le verra après, sur la délibération suivante, les placements financiers. On passe au vote. Alors, 35 votants, 35 votes, 26 pour, 2 contre, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2, la révision des APCP, essentiellement sur l'augmentation de crédit de paiement pour cette année de 37 382 € précisément, correspondant aux travaux de l'escalier de l'Hôtel-Dieu. Escalier classé de mémoire, et un ajout des autorisations de programme pour un montant de 487 559 €, correspondant à un trop versé, une mise en recette sur le CP 2025. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, je voulais savoir un petit peu par rapport aux prochains investissements, quel était le délai dans lequel vous pensiez à achever les travaux de sécurisation de la colline et également le parking de l'école Charlemagne. Alors, oui, c'est pas en lien, bon, je vous réponds, même c'est pas en lien avec la délibération. Alors, c'est pas la sécurisation de la colline à proprement parler, hein, c'est les travaux de mise en œuvre patrimoniale du château. C'est quand même un peu plus sympa que ça. Là, on est en train de finir la tranche A. Enfin, il reste 1 an et demi, grosso modo, pour la tranche A, qui était le fait de faire sortir le château. Il nous reste 1 an et demi. Pour ceux qui n'auraient pas pu s'inscrire, on l'a ouvert aux Journées européennes du patrimoine. Je ne sais pas si d'aucuns d'entre vous ont pu s'inscrire, parce que c'est très demandé. Et on a eu beaucoup d'inscrits, on en est très content. Tranche B, ce sera le Capitole, donc c'est dans 1 an et demi, et pour 3 ans. Tranche B, le Capitole et les montées de la colline, qui sont attendues depuis très très longtemps. Tranche C, ce sont les douves sèches, et la dernière, les douves sèches et la partie, j'allais dire, boisée, si j'osais. Et tranche D, c'est le parking. Ça, c'est congru. Grosso modo, il y en a pour bien les 9 ans qui viennent, 9-10 ans. Et le second, sur le parking de Charlemagne, on n'a pas eu l'autorisation de défrichement en face du terrain, là où on a prévu de faire le parking. Donc on l'aura quand ce sera la saison. Et ça nous permettra de faire le parking pour prévoir effectivement quand l'école sera complètement opérationnelle.
Là, on a eu, comme vous l'avez vu, une tornade quand même, qui a touché assez durement certains de nos agriculteurs, du reste. Et donc, du coup, c'est surtout le quartier de Martignan, pardon, qui a morflé. Donc, c'est pour ça qu'on a déplacé, parce que Martignan n'était plus en état à cause de la tornade, c'est pour ça qu'on a déplacé l'intégralité de l'école au Coudoulet, ce qui s'est plutôt bien passé, à Charlemagne, pardon, au Coudoulet à Charlemagne. Ce qui s'est un peu moins bien passé, mais on a fait de la pédagogie, c'est effectivement le parking. Parce que normalement, on n'avait pas prévu de fusionner 2 écoles en une seule, fût-ce temporairement. Oui, mais comment... Voilà. Oui, monsieur... Oui, juste, encore Madame Marsac. Combien il y a d'élèves à Martignan, s'il vous plaît? 80 80, oui. Donc 80 plus 99, ah non. 180. 60. 60 à Martignan, monsieur. Donc plus 60. Donc, ça fait 160 élèves qui étaient à Charlemagne, quoi, sur 275. Donc il y a plus qu'urgence. 80 plus 60, ça fait pas 160. Non, 99, c'est en ce moment à Charlemagne, c'est ça? Voilà. Donc ça fait à un prix. À un prix. À un prix, voilà. Non, ma remarque, c'est simplement de dire que l'école a été faite pour 275, donc il y a plus qu'urgence sur ce parking. Voilà. On est d'accord, mais encore une fois, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'y reviendrai sûrement dans un prochain point une autre fois, mais c'est la législation sur le déboisement qui est particulièrement compliquée. Fut un temps, on aurait déboisé plus facilement et la question du parking aurait été réglée en un mois. On est en France. Oui, Madame Normani. Oui, j'entends bien que vous avez fait une erreur d'analyse par rapport à la mise en place de ce parking, mais au jour d'aujourd'hui, vous avez toute la légalité pour avancer sur ce dossier. Donc, comme c'est une priorité, effectivement, par rapport à la sécurisation de l'accès à l'école, je pensais que vous pourriez nous donner le délai de la réalisation de ce parking. Alors, je pense que vous me voyez beaucoup plus puissant que ce que je ne le suis, parce que je n'arrive pas encore, mais peut-être qu'un jour Dieu m'en donnera le don, d'arriver à voir quand est-ce qu'il y aura des catastrophes. En l'état, il n'y avait pas besoin du parking, donc il n'y avait pas d'urgence, donc ça aurait été des dépenses un peu superflues, même si la préfecture a mis le temps qu'elle a mis. Je pense que dans le semestre qui vient, si Dieu veut, je pense que le sujet sera réglé, même s'il n'est pas urgent. Vous devriez le comprendre. Je pense que vous n'avez pas mesuré la difficulté pour les parents de circuler aux abords de l'école au moment des entrées et des sorties. C'est peut-être ce qu'on vous dit, vous qui habitez à Camaret, mais à Orange, effectivement, il y a eu une petite tension pendant quelques temps parce qu'on a eu une école complète qui a été déplacée. Maintenant, le problème est réglé. Voilà. C'est pas ce que j'ai entendu dire. Mais bon. De Camaret, c'est peut-être ce qu'on dit. D'Orange, c'est pas ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote? Oui. J'ai mon fils, excusez-moi, voilà, bonjour. J'ai mon fils qui est à Charlemagne et il n'y a pas du tout de problème pour se garer depuis que Martignan est parti. Parce que tous les matins j'y vais et le soir je le récupère et j'ai pas de problème pour récupérer mon fils. Voilà. Céline, j'attire ton attention sur le fait que toi tu habites à Orange. Oui, je sais. Mais bon, c'est pour préciser que j'ai bien mon fils et que je le amène tous les jours à l'école. Oui, je sais bien. Voilà, merci. Je ne parlais pas en mon nom, je parlais au nom des parents d'élèves qui ont des enfants en bas âge. Moi, mes enfants sont... Madame Normani, ne parlez pas au nom de gens que vous ne connaissez pas et que vous ne fréquentez pas. Sinon, ça s'appelle du talent d'invention. Est-ce que alors, 35 votants, 35 votes, 26 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Alors, oui, réforme du matériel informatique de mémoire. C'est ça. On fait notre travail d'inventaire, on attend que la trésorerie suive, mais nous on est prêts. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Alors, 35 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4, placement financier. Grosso modo, on place pour un montant total de 2 608 349 € sur des comptes qu'on pourra récupérer d'ici un an avec
un taux d'intérêt à 1,92 et 1,94, grosso modo. Voilà, parce qu'on a fait de l'excédent, effectivement. Est-ce qu'il y a des questions? Ça nous permet de reconstituer un peu d'excédent budgétaire. Oui, monsieur Savignon. Oui. Que dire? Sinon que nous sommes très choqués par cette délibération qui propose un placement financier donc de 2,6 millions d'euros sur 4 comptes à terme, au taux nominal sur 12 mois de 1,92. Certes, cela est autorisé par le CGCT, mais le montant et la provenance nous interpellent puisqu'il s'agit de fonds disponibles issus de cessions immobilières qui, selon votre habitude, seront revendus à perte et non utilisés pour une vraie politique publique du logement permettant de redonner envie d'habiter le centre-ville, de favoriser une offre favorable au parcours résidentiel et à la consommation dans les commerces de proximité. Nous sommes interloqués car Orange, selon le rapport fait dans le cadre de la Convention d'orientation et de revitalisation du territoire, affiche des chiffres impressionnants de paupérisation. Selon cette étude, Orange, outre l'augmentation de locaux vides et 1100 logements vacants en centre-ville, a un taux de pauvreté de 23%, un taux de chômage élevé supérieur à la moyenne départementale et nationale, une baisse et un vieillissement de la population. Et vous, malgré ces chiffres alarmants, vous proposez au conseil municipal de voter le placement de 2,6 millions d'euros qui aurait pu améliorer sous forme d'aide le quotidien des Orangeois et des commerçants qui sont en grande difficulté, comme nous l'a exposé l'article de Vaucluse ce matin, en dénombrant 11 commerces fermés dans la rue Caristie. À propos de ces aides, nous vous rappelons qu'au début de ce mandat, nous avons proposé l'octroi de bons d'achat à tous les foyers orangeois, lesquels seraient à consommer chez les commerçants locaux, faisant ainsi d'une pierre deux coups en termes de redistribution, aide aux ménages en renforçant leur pouvoir d'achat et aide au chiffre d'affaires des commerçants. Comme à son habitude, votre père, alors maire, nous avait répondu « l'aide est haïssable » et vous, à la même proposition, vous avez répondu « ce n'est pas mon ADN politique ». Aujourd'hui, compte tenu de la disponibilité, nous ajoutons à ces deux propositions une aide aux associations, car lors de nos rencontres à la journée des associations, nous avons été étonnés par les cotisations élevées des clubs sportifs. Pour justifier ce coût, elles nous ont pointé la faiblesse des subventions municipales, ce qui a été confirmé par la CRC, qui a fait remarquer dans ce rapport que l'enveloppe consacrée par la ville aux subventions était très inférieure aux villes de même strate, correspondant en fait à une ville de moins de 5000 habitants. Nous proposons donc qu'une partie de l'argent placé soit octroyée sous forme de participation au coût de la licence sportive pour les jeunes de 6 à 12 ans. Très choqués par cette délibération, au regard de la réalité du besoin des Orangeois, nous voterons contre car elle se moque des ménages, des commerçants et des associations. La commune n'est pas une banque, l'argent doit être utilisé pour le bien commun et non pour des placements financiers. Voilà notre position sur cette délibération. Ok. Plusieurs choses. Ce que je vous avais dit, outre le fait que ce n'était pas mon ADN politique, je vous avais dit que ce que vous demandiez est tout simplement illégal. C'est-à-dire qu'on ne peut tout simplement pas faire des bons d'achat qui seraient réservés aux commerçants du centre-ville. C'est illégal, ni plus ni moins. Je ne comprends pas que vous ne le compreniez pas. Mais bon, ça dépasse un peu mes compétences, outre le fait qu'il est évident qu'on n'est pas là pour faire des chèques. La politique du chèque, c'est la politique que gèrent les gouvernements successifs depuis 40 ou 50 ans avec le succès que l'on sait. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, Monsieur Savignon, enfin, je ne sais pas dans quel monde vous vivez plus précisément, mais la paupérisation de la France, enfin, la baisse de la note de la France par les agences de notation, c'est pas la gestion politique d'Orange qui la cause. C'est justement la politique d'assistanat généralisé et massif qui est la politique que vous souhaitez et qui est mise en place par l'État, qui est devenu un État nounou depuis 50 ou 60 ans. Et quelle en est la conséquence logique? C'est une paupérisation massive de la population. Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays où malheureusement, enfin je veux dire, on fait le tour des entreprises, ils vous disent tous qu'ils cherchent tous à embaucher, mais ils n'arrivent pas à embaucher parce que le coût du travail n'est pas compétitif et parce qu'on est dans un système social qui malheureusement est aussi gratifiant pour celui qui ne travaille pas, pour celui qui travaille. Et nombre de patrons de PME ou de TPE nous disent, en fait, on a des personnes, mais ils rechargent leurs droits et puis ils se barrent
où vous avez... Enfin voilà, il n'y a plus rien d'ancré. Bon. Dans ce monde-là, vous voulez qu'on fasse localement, voudriez que l'actuelle majorité fasse localement ce qui est mis en place nationalement. Enfin, si la politique du chèque, la politique du remboursement ou grosso modo faire payer ceux qui travaillent porter ses fruits, mais la France devrait être un des pays les plus riches et les plus prospères de France. D'autant plus qu'on a le taux de prélèvement le plus élevé du monde. Bon. Donc je ne comprends pas que vous ne vous mettiez pas au diapason avec toutes les informations que le réel nous envoie. Alors je vais vous redire, parce que ça avait été aussi votre attaque à la rentrée. Sur le fait qu'on sous-doterait les associations. Je vais vous répondre. D'une part, c'est bien la première fois que l'opposition utilise, peu importe la commune, hein, l'opposition utilise un argument comme ça, parce que ça montre bien qu'on n'est pas clientéliste, puisqu'on vient aider les associations au niveau où elles le demandent. Et ce qui fait la force de notre commune, c'est justement qu'on a des équipements qui sont de très bonne qualité. Je crois qu'il y a eu des comparatifs qui sont sortis où très franchement on n'a pas à rougir sur la qualité de nos équipements, qu'on leur permet aussi de créer des richesses et que les associations deviennent aussi des promoteurs de l'événementiel et de l'animation culturelle dans la ville. Je peux parler du Festigrès, je peux parler du RCO qui a fait sa bodega, je peux parler de plein de choses. Bon. Donc je crois que c'est ça le sens des associations, c'est qu'il y a un biotope. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il est arrivé parfois, c'est assez rare, mais il est arrivé 1 ou 2 fois sur les 30 ans qui sont passés, qu'il y ait des associations qui soient au bord de clôturer. Bon. Je ne vais pas citer l'association, mais la commune a été là, à partir du moment où les associations jouaient le jeu et qu'il n'y avait pas eu de problèmes anormaux dans la gestion. La commune a été là pour ne les a pas laissés tomber et a permis à ces associations de continuer à vivre. Donc comprenez aussi que la commune n'est pas là non plus pour alimenter le livret A des associations, ce qui peut arriver aussi. Et si c'était le cas, vous me diriez mais c'est scandaleux, grosso modo, par l'excès de subvention que je pousse l'excès inverse. Hein. Vous subventionnez trop les associations, c'est bien du clientélisme, et puis en plus, si c'est pour que ça aille sur des livrets A, que ça serve aux banques, c'est scandaleux. Bon. Donc votre problème, M. Savignan, comme toujours, c'est un peu la mauvaise foi, en vérité. C'est que je ferai exactement la politique que vous souhaiteriez, que ça n'irait pas, et je ne m'amuserai pas à faire la politique que vous souhaitez, puisque la politique que vous proposez aux Orangeois depuis 30 ans vous amène à la défaite électorale. Donc j'ai bien raison de suivre le lien que je suis. Pour ce qui est de l'habitat, au cas où vous ne l'auriez pas vu, il y a une crise du logement depuis 30 ans avec des banques qui ne veulent plus prêter. On a été là, nous, l'État français, les Français, hein, on a été là en 2008 pour payer les errements des banques, mais les banques ne sont plus là maintenant que, j'allais dire, les petits épargnants auraient besoin d'eux. Donc, si vous voulez, la crise du logement, elle dépasse le simple problème d'Orange. La crise du commerce, c'est la même. Qu'est-ce qui s'est passé? On est sur une concurrence. Vous qui êtes un internationaliste, vous devriez vous en réjouir. On est sur une concurrence mondiale déloyale avec Amazon ou Shein, maintenant vous pouvez ajouter les Chinois si vous voulez, qui vendent des produits de mauvaise qualité. Et comme on est dans une situation de paupérisation, les Français regardent à leur portefeuille. Effectivement, peut-être qu'il ferait mieux qu'ils achètent dans le commerce de proximité, mais tout le monde ne le fait pas, et je ne m'amuserai pas à leur jeter la pierre non plus. Mais dans ce contexte-là, quand je compare les centres-villes des autres communes du Vaucluse, je trouve qu'on a plutôt de quoi s'enorgueillir. Vous prenez moi qui ai grandi ici, j'ai connu la rue Victor Hugo bien déserte. J'ai connu l'impasse du Parlement qui avait quand même la gueule d'un coupe-gorge. Et c'est l'action publique, pour le coup on se rejoindra, c'est l'action publique municipale portée par notre actuelle majorité qui a fait que l'impasse du Parlement et la rue Victor Hugo a changé de visage. Mais que d'efforts, que de moyens mis en branle. Et j'allais dire, vous allez dire que je suis un peu jugé parti, mais quelle clairvoyance de la part de Jacques Bompard, puisque ce qu'il a mis en place, c'est ni plus ni moins maintenant que ce qu'aide à faire l'État via l'ORT. Bon, mais c'est ce qu'on a fait seul et à fonds propres. Bon. Et comme je l'ai dit à la presse, évidemment, parce qu'on a un volontarisme, on ira petit à petit aussi sur les autres rues. Mais il y a quand même un problème systémique. Vous prenez les années 70 ou les années 80, n'importe qui ouvrait un commerce, sans vouloir être vulgaire, mais n'importe qui ouvrait un commerce, et comme on ne taxait pas encore à 45%, sans compter les 20% de TVA,
ce que les gens percevaient, et ben, du coup, il y avait une croissance économique. Mais s'il n'y a pas de croissance économique, je ne suis pas sûr que ce soit de la faute de cette majorité. Je finirai juste un dernier petit point quand même. Le placement, il n'est pas anodin. D'une part, quand même, entre la ville et l'Interco, grosso modo, en moyenne, on investit 20 millions d'euros par an. Je vous ai déjà dit, vous l'avez vu même sur les ratios, parce que vous parlez de la CRC quand ça vous arrange, mais vous n'en parlez pas quand elle ne vous arrange pas. On a un taux d'investissement qui est massivement supérieur aux communes de nos strates. Bon. La vraie richesse, elle est là. Elle est sur créer du travail. Bon. Dans ce contexte-là, on arrive à faire des excédents budgétaires et on arrive même à les placer. Mais pourquoi on les place, Monsieur Savignan? Parce qu'il y a une telle incurie au niveau du gouvernement et les collectivités se sont tellement fait racler leurs dotations que je ne compte plus sur le gouvernement pour obtenir mes recettes. La preuve en est. On a perdu depuis que celui que vous avez fait élire, François Hollande, a été élu en 2017. On a perdu l'équivalent de 6 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement depuis 2017. Depuis 2012, pardon, excusez-moi. Donc ça fait plus de 60 millions d'euros. C'est un peu compliqué à porter. Et ça, vous qui avez quand même quelques contacts dans les collectivités territoriales, qu'on soit un élu de droite comme moi, qu'on soit un élu communiste, qu'on soit un élu socialiste, qu'on soit un élu libéral, qu'on soit un élu anarchiste, ce qu'on veut, tout le monde sait que l'État laisse complètement à l'abandon ces collectivités. Donc si je dois compter sur un éventuel budget qu'on a eu 3 semaines avant, nous, notre date butoir à faire le budget de la part du gouvernement, ou si je dois compter sur un espèce de miracle qui proviendrait d'Emmanuel Macron et qui me rendrait les 60 millions d'euros, les 60 millions d'euros qui est celui des Orangeois, hein, parce que la fiscalité des Orangeois, les Orangeois, ils ne payent pas moins d'impôts hein, depuis. Donc où va l'argent? Si la commune n'avait pas perdu ces 60 millions d'euros, ou ces 6 millions d'euros par an, vous faites le calcul comme vous voulez, effectivement, la vitesse des investissements irait plus vite, je me poserais moins la question des placements, et quoique, parce que c'est toujours bien d'avoir une poire pour la soif. Mais je n'attends pas de prévisibilité ou de conseil économique et financier de la part des communistes, grâce à Dieu. Est-ce que d'autres... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je vous réponds. D'une part, pour la énième fois, je vous dis que, là, vous me répondez à moi, que je ne suis pas communiste, je n'ai jamais été au Parti communiste. Enfin, effectivement, j'ai des contacts dans les collectivités territoriales, et depuis le début sur cette affaire du bon d'achat, je vous dis que, et en plus... Lorsque j'étais déjà sur cette ville, c'est moi-même qui l'avais mis en place. On avait mis en place ces bons d'achat en toute légalité. Donc, c'est la ville de Fos-sur-Mer. Vous pouvez regarder, ça fait 10 ans qu'ils le font. Il y a d'autres villes qui le font en France. Donc, c'est possible de distribuer des chèques. Après, c'est un choix, comme vous me dites, vous êtes contre, on est pour. OK, bon, il y a beaucoup de choses où on ne fera jamais la même politique. Bon, ensuite... les Orangeois, moi, je les écoute aussi, vous les écoutez. Je pense que, compte tenu que vous faites ce placement d'argent, ils auraient aimé avoir un petit coup de pouce en ce qui concerne leur pouvoir d'achat et les commerçants aussi en ce qui concerne leur chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, ça représente une grosse enveloppe concernant les 17 600 foyers orangeois, hein, si on leur donne ne serait-ce que 100 euros à chacun. Donc voilà, donc pour moi c'est possible. En ce qui concerne les subventions aux associations, vous l'avez déjà dit, vous préférez faire de la recette vous préférez faire du fonctionnement, hein, agir sur la recette des associations. Attendez, excusez-moi, vous préférez faire de l'investissement plutôt que du fonctionnement sur la recette des associations. Donc cet investissement, effectivement, vous en faites pas mal, mais ce sont sur de l'entretien d'équipements sportifs. Hein, nous manque toujours, hein, vous mettez de côté, mais on attend toujours la piscine, on attend toujours le polodrome, etc. Il y a des manques aussi sur cette ville, pas de palais des sports digne de ce nom.
En ce qui concerne les subventions de fonctionnement, effectivement, l'enveloppe est basse. On s'est toujours posé la question où sont passés les 400 000 € au SCO et à la zone volleyball qui aurait pu être mis sur l'enveloppe générale des subventions. Voilà. Après, bon, ben, le reste, ok, c'est des choix. Ouais. Monsieur le maire. Oui. 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 Alors personnellement, moi je suis, Monsieur Savignan, je suis président d'association. Alors d'abord, je tiens à préciser que je suis contre les subventions et on peut très bien vivre sans subvention dans une association. Il suffit de bien organiser, puisque j'arrive à vivre avec mon association et à reverser des dons à des associations caritatives. Donc si l'association est bien gérée, il n'y a aucun problème. Il suffit de sortir les doigts. Ouais. On se demande pourquoi vous les votez, hein, les subventions, pourquoi vous les demandez, quoi. Mais et pourquoi on les vote. Ouais, attention, vous êtes presque en gestion de fait en intervenant comme ça. Non, parce qu'ils ont... Oui, non, mais c'est pas grave, je vais pas... Oui, allez pas trop loin, monsieur Savignon. Oui, non. Voilà, merci. C'est une question foncièrement de paradigme, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend de la puissance publique lato sensu, qu'est-ce qu'on attend de l'État ou qu'est-ce qu'on attend des collectivités. Vous voulez, mais j'allais dire, c'est quasiment ontologique, hein. Vous voulez une société où l'État apporte tout. Je veux une société où c'est l'individu qui fait l'État. L'État ou la puissance publique, c'est une rupture politique profonde. Je ne suis pas effectivement pour l'assistanat. On est là qu'on soit là pour aider les plus faibles, c'est une chose. Mais encore une fois, je vous dis, l'exemple des associations orangeoises est parlant. Dès qu'une association a eu un problème, la commune a toujours été là. Le service des associations, les agents et les équipements, enfin moi je sais que vous connaissez du monde, hein, mais je ne pense pas que vous ayez beaucoup de mécontentement sur ou les avantages en nature qui sont quand même conséquents, ou sur les équipements qui sont aussi de qualité. C'est limite plus important pour les associations de pouvoir s'épanouir dans des stades ou dans des équipements et avec des services qui répondent présents dès qu'il y a un problème, de la porte qui ne s'ouvre pas jusqu'au traçage du terrain ou jusqu'au déplacement assez massif de scènes ou de choses comme ça, de logistique assez conséquente, surtout dans une crise du bénévolat, plutôt que juste du pognon. C'est marrant comme les communistes, enfin non, c'est pas marrant, c'est logique, comme la gauche est hyper mercantile, quoi. C'est un point commun avec les libéraux chez vous. Tout ne se traite que par l'argent. C'est étrange. Ok. Bon, on était sur quoi à la base? Placement financier. Tout ça pour dire. On peut passer au vote. Vous savez, le célèbre Jean Bodin disait « Il n'y a de richesse que d'hommes. » Ou de femmes. Il n'avait pas précisé à l'époque, je le précise. Alors, 35 votants, 35 votes, 26 pour, 2 contre, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, qui va faire particulièrement plaisir à M. Savignan, qui va me dire « Mais pourquoi vous passez pas ça par arrêté ?» Et non, pour passer de rue à impasse, oui, je suis obligé de passer en conseil municipal. C'est le barreau manquant. J'en suis tout à fait confus, monsieur Savignan. Je suis obligé de saturer une question du conseil municipal pour passer une rue de rue à impasse pour permettre à nos éminents collègues de la Poste de pouvoir distribuer le courrier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? On est d'accord que c'est le genre de truc, sans déconner, ça pourrait passer en arrêté, quoi. Oui. Ben, non, mais Duralex, c'est de faire le bon choix là aussi sur les décisions, et vous êtes assez habile, mais c'est normal. Non, je donc, suis pas Hirondelle, ouais, parce que le barreau, quand même, sur l'avenue des Sables, la rue des Sables, je comprends que ça fasse plaisir aux riverains. Hein. Le quoi? Vous m'avez perdu. Que ce soit qualifié en impasse, parce que si un jour c'est réouvert, c'est fermé, je crois, aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Ben oui, ça va les protéger, ça va les protéger. Oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est à leur demande. Hein. Oui, je m'en doute. Hein. Je connais bien le passage. Alors, est-ce qu'on vote, chers collègues?
Eh non, c'est pas fait. Non. Unanimité. Comme quoi, ne faut-il que délibérer. Ok, dossier numéro 6. Ah ben c'est la série à Denis, là. Allez, vas-y, Denis. Bonjour tout le monde. Bonjour, Denis. Bonjour, monsieur le maire. Aliénation de gré à gré de l'immeuble cadastré section, etc., rue du Pont-Neuf, partie habitation au profit de M. Franck Schneider, M. Bruno Albini. Modification de la délibération en date du 15 juin 2025 portant sur la désignation cadastrale du bien. Il avait été oublié une implication dans le bâtiment d'à côté. Donc, le conseil municipal a entériné l'aliénation de gré à gré de l'immeuble cadastré section, etc., rue du Pont-Neuf, au profit de M. Franck Schneider, M. Bruno Albini, au prix qui n'a pas changé, 68 000 € en vue d'une réhabilitation totale. Or, il s'avère que la cuisine de la dite habitation, objet de la cession, est imbriquée dans l'immeuble en copropriété mitoyen, cadastré, etc. Il correspond au lot numéro 3 de la dite copropriété. Il convient donc de prendre acte de la rectification de la désignation cadastrale du bien vendu en intégrant le dit lot de copropriété omis. Les autres termes de la délibération initiale suivie demeurent inchangés. Le conseil municipal décide de prendre acte de la rectification de la désignation cadastrale et d'autoriser le maire ou son adjoint délégué à passer et à signer tout acte et pièce, tout avant-contrat constitué, toute servitude mise en copropriété qui pourrait être formée sur le bien, tout droit de préférence ou de rétrocession au profit de la ville en cas de revente ou d'abandon du projet. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote, chers collègues. Non, c'est pas une prise d'acte. Non. Non, c'est un vote. C'est un vote. Ça marche plus. Ah, ça y est. Tout bloqué. Je peux déborder chez toi? Hein? Ouais. Oui, il faut voter. Hein. Alors, il faut voter. Il nous manque les scrutins. Ben voilà. Il nous manque plus que vous, monsieur Gastou. Alors, 35 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. À toi, Denis. Création d'une unité de traitement et de valorisation des déchets sur le territoire de la commune d'Orange. Modification de l'assiette foncière du bail à construction consentie par la ville au profit de la société Plancher Service. Alors, le conseil municipal a consenti un bail à construction au profit de la société Plancher Service sur les parcelles communales citées dans la présente délibération au lieu dit le Piron, en vue de la création d'une unité de traitement et de valorisation des déchets. Après résultat des études approfondies sur la faisabilité du dit projet, il s'avère que les contraintes environnementales et d'inondabilité PPRI grèvent les dites parcelles ne permettant pas la réalisation de cet équipement. Aussi, suivant courrier de 28 mai 2025 de la société Plancher Service, a manifesté sa volonté de déplacer l'emprise foncière du projet sur les parcelles communales situées à proximité dans la même zone de l'écopole. Ainsi, l'opérateur susvisé se propose d'édifier et d'exploiter à ses frais exclusifs la dite unité de traitement et de valorisation des déchets sous la forme d'un bail à construction consenti suivant les termes des articles du Code de la Constitution de l'habitation sur les terrains communaux désignés dans le tableau présenté dans la présente délibération. Cet ensemble de parcelles de terrain d'une emprise foncière approximative de 28 300 m² environ figure cerclé en teinte rouge sur le plan ci annexé. Après négociation, un accord amiable est intervenu quant à la signature d'une nouvelle promesse de bail à construction aux conditions mentionnées. Le conseil municipal décide de conclure une nouvelle promesse de bail à construction relative à la création d'une unité de traitement et de valorisation des déchets sur les terrains communaux susmentionnés au profit de la société Plancher Service
ou toute personne morale, etc. Conditions subventionnées. Autoriser le maire ou son adjoint à passer et à signer tous les actes et pièces relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, je me permets de demander à nouveau des précisions, parce qu'on sait que quand même ce sujet de traitement des déchets est un sujet hautement important pour une commune par rapport effectivement au coût de ce traitement et à la pollution que ça induit. Et aujourd'hui, nous savons que durant ce mandat, notre augmentation de 41% des taxes des ordures ménagères a beaucoup grévé le budget de nos concitoyens. Et aujourd'hui, vous avez présenté donc déjà ce projet en fin d'année dernière et vous n'avez pas vraiment détaillé le projet. On ne sait pas quels vont être les process industriels, on ne sait pas quels vont être les déchets qui vont être traités, on ne sait pas également la provenance des déchets. Donc en fait, moi ce que j'aimerais, c'est une présentation sur un sujet vraiment très sensible, une présentation générale du projet avec effectivement le détail de ce que propose cette société et la mise en concurrence également de cette proposition de traitement des déchets par rapport justement à l'importance du sujet. Et on n'a absolument aucune information sur quel a été le process de décision. Ça fait 5 ans qu'on nous parle effectivement d'un projet d'usine de recyclage ou de traitement d'incinération ou de... Voilà, il y a eu plein d'éléments qui ont été produits, mais on n'a jamais eu une vision globale de là où on allait. Là, ce bail nous engage pour 30 ans. Je trouve que c'est énorme et qu'effectivement, ça mérite qu'en amont, on puisse faire un comparatif avec d'autres sociétés, d'autres propositions, et surtout qu'on évalue la dangerosité des rejets, des process par rapport à cette usine de traitement des déchets. Oui, allez-y, on répondra après. Oui. Oui, ben je suis tout à fait d'accord avec Madame Normani. Nous avions à peu près le même type d'intervention. Donc voilà, nous on considère que ça commence à devenir l'Arlésienne et on accentue sur le fait que ça fait 5 ans que les contribuables payent cette tome, comme il vient d'être dit. Ensuite, ajouter quand même qu'on a dépensé 1,3 million si on compte la démolition du Citoro, l'achat des terrains, la reprise de l'aménagement pour la bretelle, etc., etc. Voilà, on ne sera pas d'accord. Juste, je réponds à Madame Normani, c'est une usine qui va traiter tous les déchets qui peuvent exister, déchets ménagers, avec de la revalorisation, du compost, etc., etc. Je n'ai pas le détail exact. Par contre, si vous voulez, ce dossier-là, ils avaient voulu s'établir sur la première parcelle et ils se sont aperçus, vu l'étendue de leur usine, que ça ne pourrait pas rentrer par rapport au PPRI. C'est pour ça qu'on les a situés juste à côté, où la parcelle est un peu plus grande, où ils seront un peu plus à l'aise pour construire leur nouvelle usine de traitement. Maintenant, le côté technique, je ne sais pas si tu veux... Ouais. Vous voulez en dire un mot, mon frère ? Tu veux me parler ? Donc je vais répondre techniquement. Ce projet, effectivement, ça fait 5 ans qu'on est dessus. En particulier, cette société, donc Plancher Service, est une grosse société puisqu'elle traite pratiquement 900 000 tonnes par an de déchets, on va dire de Lyon jusqu'à Montélimar pratiquement. Son intérêt, c'était de s'implanter également vraiment en PACA. Voilà pourquoi ils nous ont choisi, ils nous ont proposé de pouvoir installer cette usine. Tout est à leurs frais. Nous, on ne met que le terrain à disposition, bien sûr. Ce sont des professionnels du déchet, vous pouvez vérifier sur Internet. Plancher, c'est un groupe qui compose de 360 personnes et qui est donc associé à RDS. Donc ces 2 grosses sociétés ont l'habitude de traiter des déchets. Ils exploitent actuellement 9 sites, vous voyez, de déchets, donc c'est quand même pas des débutants. Voilà. C'est toujours ce sont 2 partenaires privés, hein, ce ne sont pas des gros groupes comme Veolia, Suez ou autres, ce sont des partenaires privés, voilà, et qui arrivent, malgré la grosse concurrence de ces gros majors,
à tenir le choc, la preuve, ils cherchent à s'implanter en PACA. C'est pour cette raison qu'on les a choisis. Concernant l'usine, au niveau de la technologie, c'est une technologie, on pourrait dire, qui correspond parfaitement à la loi AGEC sortie pendant le Covid en 2021, qui permet de faire en unité ce qu'on appelle circulaire, sur une même zone, de faire le traitement global de tous les déchets, ce qui n'est pas le cas partout en France. Souvent, c'était des îlots séparés de plusieurs kilomètres pour pouvoir traiter les déchets, quels qu'ils soient. Ça va de l'ordure ménagère, en passant par les encombrants, en passant par les emballages ménagers, etc. Ils arrivent à tout traiter, vous voyez ce que je veux dire? Et d'en faire, pour tout ce qui est récupérable, bien sûr, des filières de retraitement, et ce qui ne l'est pas, les éléments secs deviennent du CSR pour faire tourner une turbine qui permet de faire de l'électricité ou carrément de l'énergie vapeur pour être injectée dans des réseaux urbains, par exemple. Donc c'est une société qui a l'habitude de faire ce genre de choses. Donc on ne peut que leur faire confiance à ce niveau-là. Voilà en gros. Donc ça représente effectivement un bâtiment assez important. Comme disait tout de suite Denis, le problème c'est qu'on est dans le premier terrain qu'on leur a proposé, c'était le site Oro, qui a été détruit maintenant voici 3 ans, et qui malheureusement dans les calculs d'architectes et autres, et de techniques d'implantation de cette usine, qui est une usine fermée, donc qui est en dépression, donc il n'y a pas d'odeur extérieure ni rien, c'est propre, voilà. Et on était embuté avec l'autoroute, parce qu'il y a la loi Barnier qui fait que il y a un respect de distance de 100 mètres par rapport à ce terrain, et en particulier, ça préemptait une partie où il ne pouvait pas disposer suffisamment d'espace pour la circulation des véhicules. Voilà. Donc au niveau sécurité, on leur a proposé ce terrain qui est libre, qu'on appelle anciennement Mas Devine, le Mas Devine, sur cette parcelle de presque 3 hectares. Bon, il y en a un petit tiers qui est quand même tout à l'extrémité au PPRI classé zone inondable. Donc on va dire qu'ils ont les 2 tiers exploitables pour l'installation de cette usine, ce qui leur convient le mieux pour son implantation. Voilà ce que je peux dire. Bon, plusieurs choses. Je commence par la première question, à savoir entre guillemets, ce que vous appelez être le coup de bambou. Je vais vous le répéter. La TOM, on a fait un compte annexe pour que ce soit transparent, et ce qu'on paye, la TOM qu'on a augmenté, c'est à cause de votre ami Emmanuel Macron, que par 2 fois vous avez fait élire, qui a augmenté la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui est passée de 15 à 45 ou 50 euros la tonne, qui est payée par les collectivités ou par les pollueurs quand ils vont dans des incinérateurs ou des centres d'enfouissement. Centres d'enfouissement, c'est encore plus cher. Et donc on ne fait que répercuter la hausse qui a été voulue, une des nombreuses hausses de fiscalité, parce que vous plaignez les Orangeois, mais plaignez les Français. Parce qu'avec ce qu'on a pris dans la gueule, avec la mauvaise gestion de votre cher président de la République, il n'y a pas que celle-là qu'on a prise. Mais c'est à cause de votre président de la République. Bon, premier point. Je vais quand même me permettre de refaire un historique, parce que c'est important. On est passé d'un système, je l'ai déjà dit aussi, mais les choses répétées plaisent, où Orange était la poubelle de 3 régions, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et même une partie de Languedoc-Roussillon aussi, avec le centre d'enfouissement technique. Certains d'entre vous, et nous aussi, cette majorité-là, a fait campagne pour faire fermer ce centre d'enfouissement technique. Parce que là où, à l'époque, initialement, où il était, ça n'était pas encore la ville s'est développée autour, et donc du coup, c'est devenu une nuisance autour. Mais à l'époque, ce site nous rapportait 400 000 € par an de recettes. Donc, c'était pas la même. Bon. Finalement, au bout d'un moment, bien que nous, on était toujours opposés, cette majorité a toujours été opposée à ce que cette exploitation continue, la préfecture a toujours donné suite, a toujours donné des arrêtés leur permettant de continuer d'exploiter, jusqu'à ce que, effectivement, et on les en remercie aussi, les syndicats de vignerons, et notamment le syndicat de Châteauneuf-du-Pape, soient rentrés dans la danse pour dire que là, ça commençait à faire beaucoup. Et je crois, de mémoire, que c'était le préfet Gonzalves qui avait dit « bon, là, c'est bon, on arrête l'exploitation ». Bon. Avantage, plus de difficultés olfactives pour tout un quartier de la ville et pour un quartier conséquent, pour une zone conséquente de la ville. Inconvénient, il a fallu trouver des exutoires. Exutoires forcément coûteux, couplés à une augmentation de la TGAP voulue par les gouvernements, les 2 derniers gouvernements, assez massif d'ailleurs. Bon. Dans ce contexte-là, on a essayé de trouver une manière de faire baisser la facture. Bon.
Et ça fait 10 ans que, alors que ça n'est pas dans l'absolu la compétence des collectivités, je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il y aurait un enjeu si on avait un gouvernement avec une vision stratégique de gérer la question des déchets de manière globale, non pas comme juste des déchets, mais comme une ressource. Mais bon, je ne vais pas refaire tout le laïus que j'ai déjà fait plusieurs fois, je ne suis pas à la tête de l'État. Donc on essaye de trouver un moyen de faire baisser la facture. Le moyen de faire baisser la facture, quel est-il? Il est de créer du combustible solide de récupération, CSR, qui n'est pas frappé pour le moment par la TGAP, mais on peut faire confiance au gouvernement sur l'ingénierie fiscale. Donc on travaille là-dessus à trouver un partenaire qui puisse être en mesure de nous proposer, dans le cadre du marché, effectivement, le système le plus élémentaire, c'est on amène nos ordures ménagères résiduelles, les bacs noirs, on les amène dans cette usine, qui en fait, qui le sèche, qui fait du chaulage, qui en fait du combustible solide de récupération, qui l'utilise dans sa chaudière pour créer, comme vient de le dire effectivement le colonel Marco, ou de l'électricité ou un réseau de chaleur qu'on pourrait éventuellement remettre dans le circuit public, pourquoi pas. Là, ce sera l'objectif majeur si on y arrive, mais déjà, si on arrive à faire enlever cette facture du CSR, enfin on produit 14 000 tonnes de déchets pour l'Interco, et vous faites un calcul simple, 14 000 fois 45, et vous avez la facture que Emmanuel Macron nous laisse en TGAP. C'est quand même assez conséquent dans la facture de ce qu'on doit payer, c'est-à-dire, c'est pas le service qui nous coûte ça, c'est la fiscalité de l'État, voulue par votre ami Emmanuel Macron, pas le coût du service. Voilà, c'est votre ami que vous avez placé là qui a fait ça. Donc du coup, on essaye de trouver ces moyens-là, mais c'est pas la panacée, et je dirais même que c'est un pis-aller par rapport à un enjeu que j'estime être au moins étatique. Voilà ce qu'on essaye de faire. Après, on l'a vu, les allers-retours viennent du fait d'une réglementation qui est de plus en plus compliquée, je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas faire n'importe quoi, enfin, à juste titre sur certains aspects, mais je vous ai déjà dit quelle était ma vision de la chose. Là, moi, vous avez d'autres peuples qui le font autrement, d'autres pays qui le font autrement. Moi, je pense même que l'idéal serait qu'il n'y ait qu'un seul bac et après on fait du surtri. Mais c'est interdit parce qu'on estime que les OMR, il doit y avoir, je ne sais pas, des polluants radioactifs. Enfin, je l'ai déjà dit. Donc la législation française ne le permet pas, ce qui est bien dommage. Donc on est obligé de faire par rapport au fonctionnement qu'on a. Après, vous avez aussi d'autres solutions plus radicales. Les Japonais, par exemple, vous ne trouvez pas de poubelle publique au Japon. Créez des déchets, vous démerdez avec. C'est une autre manière. Je pense qu'il n'y a que les Japonais qui sont capables de faire ça. Mais je suis admiratif d'ailleurs des Japonais. Mais voilà, donc on fait un peu ce qu'on peut avec la législation qu'on a. Et je finis le dernier aller-retour, qui était où effectivement le terrain initial, la réglementation française et les aléas du gouvernement. On devait avoir un échangeur à 7 à 9. On nous a dit non, on ne le mettait plus là. Plus de nouvelles de l'échangeur à 7 à 9. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'il va sortir? Est-ce qu'il ne va pas sortir? Après tout, on n'est qu'un carrefour européen. Ce serait peut-être pas complètement déconné. Mais bon, si on ne l'a pas, c'est pareil. Et après, effectivement, vous ajoutez les lois Barnier, les PPRI, les machins. Donc effectivement, on tâtonne. On ne peut pas dire le contraire. Mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir avec la réglementation qui est la réglementation française pour essayer de faire baisser la facture et augmenter la qualité du service. Voilà. Oui, allez-y. Oui, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a quand même un moyen qui est l'objectif visé par le gouvernement de faire réduire les factures de traitement des déchets, c'est de faire du tri. Chose sur laquelle nous sommes très en retard et qui pour l'instant n'a pas d'impact réel, même si ça s'est légèrement amélioré. Pour l'instant, nous sommes très loin des objectifs que l'on pourrait se fixer pour une ville de 30 000 habitants. D'autre part, donc, si je comprends bien à travers les explications que vous nous donnez, nous serions sur un process d'incinération. Et pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire de faire une OAP beaucoup plus conséquente que celle que vous nous avez présentée. Donc, il s'agit de l'OAP numéro 7 du rapport que nous avons eu pendant le conseil municipal du 20 mars 2025. C'est vraiment, on a donc des potentiels rejets toxiques à proximité d'une rivière, d'un stade et d'un collège. Et vous avez absolument aucune notification sur la gestion de cette toxicité sur votre OAP. D'autre part, vous n'avez pas répondu sur la mise en concurrence. Donc voilà, moi je pense que sur un tel projet qui nous engage pour 30 ans, je pense que ça mérite vraiment d'étudier tous les process aujourd'hui utilisés,
dans le traitement des déchets pour effectivement choisir le meilleur et surtout maîtriser le coût pour les Orangeois, c'est-à-dire que là, on n'a aucune idée de quel va être leur tarif, quels vont être leurs tarifs de traitement, de transport, de tri. Moi, j'aimerais bien avoir un dossier complet, une étude complète en amont pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et d'autre part, vous n'avez pas donné les échéances des dossiers en cours, c'est-à-dire que nous avons renouvelé certains contrats de prestataires comme Paprec, Alcyon, Chimirec, et peut-être même Veden, je ne sais pas où en est le contrat de Veden. Donc j'aimerais savoir quels sont les échéanciers qui nous engagent avec ces partenaires pour essayer de comprendre comment va s'insérer ce projet potentiel, à quelle échéance, etc. Voilà. Moi, je pense que là, il y a un problème de gestion de dossier, comme je l'ai souvent dit à plusieurs reprises sur ce que vous entreprenez, c'est-à-dire qu'on y va un peu à l'aveugle et puis on verra bien. Voilà. Et moi, je pense que c'est absolument non productif, non intéressant, non géré. Voilà. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas comment ça marche, la gestion. Donc, chaque fois, votre attaque, c'est de dire non, mais c'est pas comme ça qu'on fait ou on ne comprend pas. En fait, il n'y a que vous qui ne comprenez pas. Il faut que... je vais essayer de le réexpliquer. C'est des choses qui sont sous tutelle de la DREAL. C'est-à-dire que tout ce que vous demandez là, mais c'est un peu comme d'autres dossiers où vous ne comprenez pas comment ça marche. Mais je suis là pour répondre à vos questions. Hein. Ce type d'autorisation, vous comprenez bien que ce n'est pas la ville ou l'Interco qui les livre. Vous avez compris ça? Oui. Vous avez une autorité de l'État qui s'appelle... Vous essayez toujours de dire... Attendez, vous avez une autorité ad hoc qui s'appelle... Non, à chaque fois, je vous dis, à chaque fois, c'est les techniciens qui viennent me voir en disant on ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas. Donc j'essaie de vous expliquer par plusieurs biais différents. Mais c'est important parce que vous avez une autorité de tutelle qui s'appelle la DREAL sur le coup, où vous faites effectivement... Vous expliquez ce que vous avez prévu de faire, quels vont être les rejets calibrés, la DREAL revérifie. Vous inquiétez pas, pour ça, l'État est obèse. Il n'y a pas de difficulté. On l'a vu, on ne peut plus couper un arbre dans une ville si on n'a pas l'autorisation de l'État. Même à un moment, quand il y a eu la tornade, je me suis demandé si je n'allais pas encore finir à l'Office français de la biodiversité, vu le nombre d'arbres qu'il a fallu qu'on tronçonne. Bon. Donc ça fait partie des échanges classiques qu'il y a dans tout ICPE qu'on lance entre l'État et le porteur de projet. C'est très simple à comprendre. Avec un peu de bonne volonté, vous le comprendrez. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, les contrats ils sont renouvelés avec Paprec et l'usine proposera son concours dans le cadre de nos marchés publics. Soit elle y répondra positivement et c'est tant mieux, soit elle y répondra pas, elle ne sera pas compétitive et on verra ça. Mais on n'y est pas encore. Là, ce qu'on sait, de la part des informations de nos collègues de la région, c'est qu'on a un déficit d'exutoire ou de gestion des déchets. Ah, c'est dommage. Ah, mais vous êtes... Bon, colonel, le déficit d'exutoire des déchets en PACA, c'est combien de milliers de tonnes, pardon 500 000 tonnes. Bon. Donc, on est à PACA, on est obligé de les transférer pour beaucoup en Occitanie. Voilà. Donc, il y a une demande en plus de la région qu'on crée des exutoires. Donc, même avec la région, on est raccord. Donc, eux comprennent ce qu'on fait. Et c'est sur 3 millions de tonnes. Donc, on a 500 000 tonnes qui sont en déficit, qu'on n'arrive pas à caser sur le territoire de la PACA. Je fais partie de la commission régionale, et donc je sais où est le problème. Par contre, on transfère bien souvent, même jusqu'à Perpignan et autres, nos déchets. Il faut le savoir. Donc, l'OAP 7, c'est l'écopole, c'est fait exprès pour ça, la révision du PLU l'avait prévu en tant que tel, c'est dire si c'était bien prévu, mais ne vous inquiétez pas, si vous continuez à permettre à Emmanuel Macron ou à ses collègues d'être élus, bientôt il n'y aura plus de problème de tri, puisqu'on n'aura même plus de quoi s'acheter à bouffer. Est-ce qu'on peut passer au vote? Ah, c'est ma télécommande de voiture, ça. Allez-y, allez-y. Alors,
Alors, 35 votants, 35 votes, 26 pour, 9 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 8, toujours Denis, je crois. Oui. Convention relative à l'instruction des actes d'urbanisme entre la ville d'Orange et la ville de Saint-Alexandre. Le maire de la commune Saint-Alexandre a fait parvenir une demande au maire de la commune d'Orange portant sur la possibilité d'établir une convention entre les deux communes afin que le service urbanisme de la ville d'Orange instruise les actes d'urbanisme de la commune de Saint-Alexandre. Par conséquent, il convient de mettre en place une convention relative à l'instruction des actes d'urbanisme entre les deux communes subventionnées. Dans le cadre de cette convention, la commune d'Orange mettra à disposition son service urbanisme pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme de la commune de Saint-Alexandre. En contrepartie, cette dernière prendra en charge les frais de fonctionnement du service. Le conseil municipal décide d'approuver la convention relative à l'instruction des actes d'urbanisme entre la commune d'Orange et la commune de Saint-Alexandre, telle que présentée et annexée dans ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui. Monsieur Savignan, on vous écoute. Oui. Concernant cette convention relative à l'instruction des actes d'urbanisme de la ville de Saint-Alexandre par la ville d'Orange, je dirais que votre gestion est vraiment atypique. Hein. Parce que en 40 ans d'exercice de la fonction publique... Et ça n'a jamais été dans la principauté d'Orange en plus. Oui. J'ai jamais vu une convention de ce type. Hein. Jamais. Je ne dis pas que c'est hors la loi. Nul n'est prophète en son pays. J'espère que l'instruction des dossiers de Saint-Alexandre ne bloquera pas les dossiers orangeois. Non. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Quand même. Non, non. Pourquoi vous faites ça? On me demande à côté pourquoi vous faites ça. C'est la question qui peut arriver derrière aussi. Parce que mon collègue de Saint-Alexandre me l'a proposé et que comme on a une crise du bâtiment voulue par les pouvoirs publics, du coup on a un peu plus de mou sur le temps. Ah voilà, il y a du mou sur le temps de. Ouais. Vous avez vu enfin, je sais pas, c'est certainement pas à vous ou à Monsieur Vaton que je vais apprendre qui veut lever la main. Je vous passe la parole après. Hein. Mais vous voyez suffit de tourner autour de vous. Hein. Là, il y a 2 ans, c'était les bureaux d'études qui commençaient à morfler. Cette année, c'était les géomètres experts. À partir de cette année, à partir de l'année prochaine, c'est les constructeurs. Et vous avez qu'à voir les dépôts de bilan. Donc, forcément, ça a une conséquence sur nos chiffres. Ça, vous l'avez vu. Et donc, ça a une conséquence sur notre activité. Je crains que ce ne soit pas temporaire. Oui, monsieur Vaton. Oui, je connais bien Saint-Alexandre, puisque j'y ai construit une école. Vous avez abattu des arbres aussi? Je n'abats jamais les arbres. Je vous rappelle que pour l'école du Coudoulet, on avait replanté des arbres. On n'avait pas arraché des arbres. Vous avez replanté, c'est que... Oui. Je ne vous crois pas, je vais demander... Faites attention, parce que ça fait 2 fois que je vous tope aux archives, et vous me dites non, j'ai pas fait ça, et quand je regarde dans les archives, si, vous l'avez fait. Oh non, absolument. Je parle de Claudius, la première fois, je l'ai même envoyé au collègue. Allez-y, je vous écoute. Ouais. Donc, je connais bien cet acteur et je suis étonné qu'ils sont dans le Gard. Et je suis étonné qu'il y a Pont-Saint-Esprit, qui est une grande commune à côté, ou Bagnols-sur-Cèze, et qu'ils aient demandé à Orange d'instruire les permis de construire à leur place. C'est vrai qu'ils n'ont que 2 permis de construire par an. Donc, parce qu'on a meilleure réputation que Bagnols-sur-Cèze. C'est qu'on a un service urbanisme merveilleux et on va dire. Avec un adjoint de tutelle très extraordinaire. Éloigné, sollicite notre intervention. Quoi que puissent en dire certains sur Denis, Denis est un élu exceptionnel. N'est-ce pas? Je vous remercie. Si tu vois de quoi je veux parler, Denis. C'est vrai qu'ils n'ont que 2 permis de construire par an, donc je comprends que leur service à eux ne puisse pas instruire ça. Non, mais c'est une commune de 500... 1200. Mais ils ont plus de 2 permis par an, hein. C'est peut-être entre 5 et 10. Oui, j'ai un peu un mépris de classe. Hein, vous minimisez beaucoup. Là, monsieur Vaton, il y a un peu un mépris de classe du bac plus 7 envers le Gard. J'ai vu qu'ils vous donnaient 3 500 € par an pour faire ça, pour instruire les permis. Donc, c'est pas ça qu'il y a dans le dossier. Il y a bien marqué 3 500 € par an. Ouais. Mon service juridique me dit oui. C'est marqué. Ça a été augmenté. Dans la convention. 2520. Bon, à part ça. Bon, vous connaissez bien Saint-Alexandre alors? Oui, très bien. Vous avez mis des volets dans cette école-là ou pas quand même? Pourquoi vous...
Pourquoi vous dites ça? Je suis pas gentil, non, je suis pas gentil. On comprend d'autant moins que le maire, M. Bertolino, est d'hiver gauche. Oui, mais ça me pose pas de problème. Vous savez, Oui, moi, je vous le dis. je disais nul n'est prophète en son C'est pays, la- mais un jour tout le monde c'est cette viendra à la action droite qu'on comprend radicale, pas. j'en suis convaincu. Enfin, en tout cas, le réel accélère grandement les choses. Ok. Oui, Madame Normani. Oui, On passe au vote. Vous avez voté? Je m'excuse de casser l'ambiance, mais comme je n'ai pas pu reprendre la parole sur le dossier précédent, je voulais quand même conclure que ce qui intéresse au final les Orangeois, c'est la baisse de la taxe des ordures ménagères et que manifestement, à travers la présentation de ce projet, vous ne nous garantissez absolument pas que cela aura un impact sur le traitement de nos ordures ménagères. Donc, Chère madame, effectivement, à l'inverse de vous, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comme je suis orangeois, je la paye. Vous la payez à la CCAOP. Ah ben, je suis désolée, je la paye aussi, hein, parce que je suis propriétaire sur Orange. Oui, mais ça, c'est les macronistes, c'est vrai qu'ils sont propriétaires de partout. Eh ben oui. Mais du coup, je suis particulièrement intéressé, pour le coup, je ne sais pas si j'ai encore le droit de le faire, mais évidemment que ça m'intéresse de baisser la TOM. Je ne fais pas ça pour ne pas baisser la TOM. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas être dans une espèce de schizophrénie politique comme ça. Vous avez fait élire Emmanuel Macron par 2 fois, qui nous fait exploser la TGAP. La plus grosse partie de la facture, c'est la TGAP. Si vous voulez que la facture de la TGAP baisse, la TOM baisse, adressez-vous au président de la République que vous avez fait élire, chère madame. Allez, on finit le vote? Oui, monsieur Savignan. Allô? Oui, allô? Simplement une remarque. Elle n'a pas de shampoing. Vous justifiez par la TGAP, ouais. Alors que vous nous avez dit en premier, en 2021, ou votre P1, parce que c'était, je crois, à ce moment-là, que c'était l'augmentation de la TOM, c'était pour amortir le coût du transport à Vedène. Oui, mais enfin, comparé à la TGAP, vous avez qu'à Non, mais je ne la compare pas, mais vous nous l'avez dit, vous ne le redites pas. Non, mais je dis que tout coûte, évidemment. Et ça fait partie des économies d'échelle à faire si, effectivement, le porteur de projet est plus compétitif. C'est évident. Sachant qu'en plus, on nous en détourne aussi une partie dans la Drôme, en site d'enfouissement technique. Okay. Comprenez, il y a un problème stratégique de la gestion, d'absence totale de gestion stratégique des déchets par la tête de l'État. Donc nous, on pallie à ça. Mais moi, je veux bien qu'on me reproche des choses, mais il faut d'abord regarder quel bulletin de vote on a glissé sur les élections substantielles de ce pays. On est responsable de son vote. Personne n'a voté Macron, mais tout le monde a voté Richard Ferrand. Au suivant. À une voix près, c'est quand même dommage. Vous votez ou pas, chers collègues? Ça va nous poursuivre pendant 9 ans, ça, Richard Ferrand. Mais ouais. Allez, monsieur Savignan. Savignan. Nous faites un petit cadeau? Ça, toujours pas, hein. Oh, voilà. Il y a le vote de... Ah, voilà. C'est parce qu'il est d'hiver gauche, c'est ça? Vous êtes... il n'est pas assez à gauche pour vous. 35 votants, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Je vous remercie, chers collègues. On passe au dossier 9. Service funéraire municipal, adoption de la nouvelle grille tarifaire des frais funéraires 2025. Le service gestionnaire souhaite modifier sa proposition de fourniture de prestations funéraires et donc créer des prestations supplémentaires afin de s'adapter à la demande des familles et aux évolutions des pratiques. Le conseil municipal décide d'approuver la nouvelle grille tarifaire s'y annexée, correspondant à la présentation définie par le modèle de devis obligatoire, d'autoriser le maire ou l'adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Ce ne sont pas des augmentations de tarifs, ce sont de nouveaux tarifs sur de nouvelles prestations que l'on propose aux familles. Sur votre tableau, c'est tout ce qui est inscrit en rouge qui a été rajouté il y a... Je suppose que vous l'avez aussi. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Pas de questions? On passe au vote. Ouais, ça c'est le talent de Denis.
Madame Arsac, s'il vous plaît. Parfait. C'est bon. Ça va. Ça bon. 35, unanimité. Bravo Denis, félicitations. Bon, dossier merci. numéro 10. Destination des métaux issus de la crémation et l'utilisation du produit éventuel de leur cession, modification de la liste. Alors, on ajoute une association sur la liste. Alors la liste actuelle, c'est la commune d'Orange, l'association des anciens On de la ajoute le Légion. foyer d'entraide de la Voilà, Légion étrangère. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. On passe au vote. Quel talent, Denis, quel talent. Unanimité, une fois encore. Félicitations. Dossier numéro 11. Alors, Toujours Denis. Service funéraire municipal, modification du règlement intérieur du crématorium municipal. Ce sont des petits détails. Considérant que le crématorium d'Orange souhaite modifier son règlement intérieur, article 5, délai autorisé pour une crémation qui passe de 7 jours à 14 jours. Article 18, possession de 2 horaires de location de la salle de collation, possibilité de la louer pour une durée de 2 ou 3 heures au tarif en vigueur. Il convient donc de mettre à jour les 10 règlements intérieurs de son article 5 et 18. Le conseil municipal décide d'approuver le nouveau règlement et d'autoriser le maire adjoint à signer tout document. Y a-t-il des questions? Non. Pas de questions. On passe au vote, chers collègues. C'est un triomphe, Denis. C'est un triomphe. Ah ouais, là, on dirait les scores du maire de Châteauneuf au municipal. Et attendez, 35, unanimité, ah, c'est bon. Allez, dossier numéro 12, Denis. Modification du règlement intérieur de la Petit chambre coup d'eau, tu funéraire. veux faire une pause, une suspension de séance pour Bon, te- ça va, Non, de c'est la bon. ville d'Orange. Alors, pareil, considérant que la perte du base d'accès au salon par la famille entraînera une facturation au tarif en vigueur, considérant que les services de police sont autorisés étant accompagnés et accéder aux parties techniques, il convient de mettre, pareil, ce 2 petits détails, d'approuver le nouveau règlement et d'autoriser le maire ou l'adjoint à signer tout document relatif. Jonathan n'a pas tout compris, il veut que tu lui répètes. Mais tu as qu'à lire le dossier. Est-ce que- Comme ça, tu sauras de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Voilà, Non. c'est pareil, c'est dans le détail. Hein, Oh c'est oui. tout, quoi. On passe au vote. Hein? Eh oui, ben oui. Il est impitoyable. Mais t'as bien raison. Sinon, mais en plus, sinon, après, il gueule. Oui, trop long en plus, hein. Il le fait exprès, hein. Alors, 35 votants, 34 pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Il faut que je sorte, c'est ça? Attendez que je sorte. C'est subvention aux associations. Oui, d'accord. Alors, on donne la parole. Madame Gaspard, vous avez la parole. Je vous remercie. Donc, il s'agit de l'attribution d'une subvention complémentaire à 2 associations, considérant que la commune d'Orange souhaite d'une part soutenir ces associations et d'autre part épauler les sportifs qui mettent la ville à l'honneur. Il convient donc de valider les demandes de subvention du Cercle d'escrime orangeois, dont le président est M. Bruno Albero, pour 25 athlètes, et l'Union Judo Orange, le président M. Philippe Balzagette, pour 17 athlètes. La première, donc M. Bruno Albero, excusez-moi, c'était 2 700 € pour des championnats de France et 4 internationaux. Et pour Balzagette, c'était 17 athlètes pour des championnats de France. Il est donc demandé
au conseil municipal de bien vouloir allouer la subvention exceptionnelle à 2 associations comme susmentionnées dans le tableau, dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2025, autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Leroux. Oui, juste une petite remarque, parce que ce dossier me permet de rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Dupont tout à l'heure. On voit bien que certaines associations ont besoin de subventions. Et heureusement que les subventions existent, parce que certaines associations n'ont pas besoin d'équipements et d'autres choses, comme par exemple aller faire des compétitions. Donc les subventions, heureusement qu'elles existent, et les associations font vivre les villes. Donc je serai pour ce dossier, même si on aurait pu avoir plus. Tu réponds, vas-y. Les associations ne demandent pas plus. On peut vous montrer les dossiers. Ce qui est là, c'est une récompense, vraiment une récompense pour leur engagement. Et je tiens à vous dire que l'après-Covid a fait une remontée des championnats, de l'envie de se battre, l'envie de faire du sport. Et en plus, donc évidemment, nous avons eu la chance d'avoir les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça a redonné un coup de souffle. Et c'est pour ça, on est vraiment heureux de pouvoir les aider dans leur transport, dans leurs frais, pour pouvoir aller justement dans ces championnats. Mais c'est pour eux, c'est pour non pas l'association, mais bien chaque athlète. C'est justement ce que je vous dis, voilà. Merci aux subventions. Pas d'autres questions? On va passer au vote. Madame Chalandor, Monsieur Page. Alors, votant 35, vote 32 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais peut-être demander au maire de revenir pour le dernier dossier. Alors, c'est bon, tu as dit le scrutin? Bon. Et dossier numéro 14, approbation d'une convention de commaîtrise d'ouvrage pour l'installation d'une cuve à carburant au service technique. C'est vous, mon colonel, qui présentez? Oui, c'est moi, oui, c'est Pierre étant absent aujourd'hui. Je oui. vous en prie. Donc il s'agit d'une approbation de la convention de commaîtrise d'ouvrage entre la ville et l'intercommunalité pour l'installation d'une cuve de carburant au service technique. Donc effectivement, cette même délibération a été présentée hier lors du conseil communautaire et votée favorablement. Donc, vous avez dû lire un peu tous les détails techniques concernant cette installation de nouvelles cuves au service technique. Donc, il nous est donc demandé d'approuver la convention de commaîtrise d'ouvrage relative aux travaux d'aménagement de la station de distribution de carburant et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée et tout document relatif à ce dossier. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Bon, on passe au vote. Monsieur Savignon, on peut compter sur vous ou pas? Dans le cadre du vote, ne t'inquiétez pas. J'ai eu peur. Il y en a qui ont fait des gouttes. Ça, c'est la théorie du fer à cheval. 35 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et ben, la séance est levée.
Merci.